Donc, La Peuplade a 20 ans. Donc, c'est une maison d'édition de littérature maintenant internationale. On publie principalement du roman, donc de la fiction et de la poésie. On va vous raconter un peu les prémices de ce projet qui est assez fascinant et qui nous a amené jusqu'à vous aujourd'hui, en France. Donc, la maison a été créée par Mylène Bouchard et moi qui avions dans la vingtaine ce projet un peu fou de créer une structure éditoriale, donc une maison d'édition dans un tout petit village situé à quasiment 600 kilomètres de Montréal, donc au nord-est, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ce petit village, c'était Saint-Henri-de-Taillon, qui se trouve à être le village natal de Mylène. Et donc, on a racheté la maison familiale. On était un couple à l'époque. On ne l'est plus, mais on continue à travailler ensemble. Et donc, on a racheté la maison familiale de Mylène avec comme contrainte, si on veut, dans ce choix de s'isoler comme ça dans une région éloignée, de créer un projet. On ne savait pas c'était quel projet qui allait être créé à ce moment-là. Et on s'est consulté, on avait des parcours quand même différents, mais très artistiques. Mylène était plutôt du côté du spectacle vivant, du cirque, et elle étudiait en littérature. Moi, de mon côté, j'étais plutôt du côté des communications et bon, j'écrivais de la poésie. J'organisais des événements poétiques aussi à tous les jeudis dans des petits villages. Donc, pour un peu stimuler la création littéraire, un moment culturel comme ça dans les villages où je passais. Et donc, c'était assez clair pour nous dès les premières réflexions que le projet en tant que tel serait un projet littéraire et axé aussi sur la diffusion de la littérature sous toutes ses formes. Donc, La Peuplade est née à ce moment-là en 2006. On avait un petit cercle d'écrivains, de poètes autour de nous depuis quelque temps déjà. Et au Québec, c'était assez intéressant à ce moment-là. C'était différent de ce qui se passait en France dans le paysage éditorial. Il y avait, donc, au Québec, l'édition n'est pas nécessairement dominée par des groupes comme ici, donc Hachette, Éditis, tout ça, Madrigal. C'est plutôt plusieurs structures indépendantes d'assez petite taille quand même. Mais reste-t-il qu'il y avait à ce moment des maisons qui existent encore aujourd'hui, plus, disons, plus historiques, comme les éditions du Boréal, les éditions Le Méac ou les éditions Québec-Amérique, qui avaient un peu structuré le milieu de l'édition littéraire au Québec, au Canada, en langue française. Et ces maisons étaient, bon, c'était le début 2000, Internet, le début des réseaux sociaux, ils étaient c'était un peu vieillot comme approche pour les jeunes écrivains qui ne s'y retrouvaient pas vraiment. Et donc, il y avait beaucoup d'espace pour créer quelque chose et on n'est pas les seuls à avoir saisi cette opportunité-là, à y voir un potentiel pour les jeunes écrivains. Et donc, il y a une dizaine de maisons d'édition qui sont nées à peu près en même temps, la même année ou sur 2, 3 ans. Là, c'est vraiment de très, très belles maisons qui existent quasiment toutes aujourd'hui encore. Donc, elles ont réussi à trouver une niche, chacune différente. Et donc, il y a eu comme un grand renouveau du paysage éditorial donc entre 2005 et 2008 environ. Donc, la Peuplade est née Émergente. ouais, dans cette émergence-là. Mm. Très rapidement, ben, notre défi, c'était de réussir à créer cette structure éditoriale très loin des grands centres euh, et à réussir à intéresser la presse nationale, intéresser des écrivains à venir nous rejoindre. Donc déjà tout de suite trouver une façon de diffuser notre travail à la limite déjà sur la scène nationale québécoise. Donc on a réussi ça très rapidement avec les premiers titres. Avant de juste d'aller plus loin, juste si vous avez des questions, vous pouvez nous interrompre, là. Ça peut être vraiment comme une conversation qui se déroule comme ça. Puis, par rapport à ce que Simon dit sur l'émergence, tu sais, juste au situer que dans le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir vous parler un peu de, justement, des réalités québécoises, là. Mais en fait, l'histoire du Québec, nous, on a 20 ans, mais dans une histoire très, très jeune, justement, la première vague de maisons d'édition qui sont nées dans les années 70.
Donc, on a à peu près justement aujourd'hui 65 ans, 70 ans d'activité. Les universités au Québec, le réseau de l'Université du Québec est né en 1968. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est là où les gens sont sortis, ont commencé vraiment à aller chercher une éducation plus relevée aussi. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que s'inscrit un peu, justement, comme la vague de jeunes maisons d'édition là, dont nous, on fait partie. C'est vraiment comme une deuxième vague de maisons. Et il y avait vraiment de la place. Donc, c'est très particulier au contexte québécois. On n'a pas vu ça ailleurs, ni aux États-Unis, ni dans les pays européens. Donc, c'est vraiment une nouvelle vague de jeunes éditeurs. On nous appelle encore les jeunes éditeurs, même si la maison a 20 ans, puis on se sent peut-être un peu moins jeune qu'à l'époque. Mais, et puis, il y a plusieurs maisons d'édition qui sont nées à cette époque-là aussi, où bon, les éditeurs qui portaient ces projets étaient moins jeunes que nous. Donc, ils se font aussi appeler les jeunes éditeurs, mais ils ont la bonne soixantaine. Donc, c'est très agréable. On est jeunes à l'infini, donc, dans ce contexte-là. Et donc, très rapidement, pour situer un peu le type de travail qu'on voulait présenter, on a donc créé la peuplade autour de la poésie et du roman québécois. Mais moi, je voulais tout de suite faire en sorte. En fait, pour moi, le rôle d'un éditeur, c'est de présenter une littérature d'où qu'elle provienne. Donc, c'est de voyager, c'est de faire voyager des textes, mais aussi de trouver des textes à l'extérieur et tout. Traditionnellement, au Québec, et c'est beaucoup dû au type de soutien de l'État qu'on peut recevoir au Canada ou au Québec. Les éditeurs ne publient pas de littérature étrangère. Donc, la littérature étrangère vient de la France, des éditeurs parisiens. Et ça a toujours été comme ça. Donc, en librairie, la littérature étrangère ou française est très présente au Québec, mais vient essentiellement des éditeurs français. Et les éditeurs québécois publient surtout de la littérature québécoise, parfois des traductions anglo-saxonnes, mais qui viennent du Canada anglais. Donc, ça, c'est des projets qui sont financés par des aides de l'État. Mais comme il n'y a pas d'aide pour aller au-delà, donc aller chercher des textes de l'extérieur de la France ou de langues étrangères, il y a très peu de projets qui sont soutenus par les éditeurs québécois dans l'édition québécoise. Et ça, moi, je trouvais que c'était un peu une aberration, mais on peut comprendre parce que le grand défi, c'était avec une population maintenant de 8 millions, 9 millions de personnes au Québec et un tissu de peut-être 250 librairies, on est loin du nombre de librairies qu'il peut y avoir en France et du public aussi français. Alors, faire vivre des textes de littérature bulgare, par exemple, au Québec, en achetant des droits, mais c'était absolument impossible de penser qu'on pouvait rentabiliser ces projets éditoriaux-là. Donc, ça nous obligeait systématiquement à faire alliance avec un éditeur français pour séparer les droits. Ça devient très compliqué. Alors, on a commencé à faire nos armes comme ça, Mylène et moi. On a appris le métier en le faisant, finalement, les premières années. On a voulu ouvrir le catalogue à des littératures qui pouvaient aussi faire sens pour le public québécois. Et donc, notre situation géographique, donc de cette région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, très, très nordique, nous amener à s'interroger sur les relations qui pouvaient exister dans la diplomatie culturelle ou ne serait-ce que des liens entre les pays nordiques et le Québec dans la littérature. Il n'y avait rien. Donc, il y avait seulement une chaire de recherche à l'Université du Québec à Montréal qui est tenue par Daniel Chartier. Donc, C'est une chaire qui s'intéresse à l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique. Donc, lui, il fait des recherches depuis maintenant une bonne trentaine d'années, donc à l'Université à Montréal, une immense collection de monographies sur ces thèmes-là. En fait, là, c'est vraiment, c'est tout un laboratoire de recherche très fascinant. ouais. Donc c'était plutôt universitaire. Il y avait vraiment de la place. Donc, on a décidé de commencer notre programme de traduction avec les textes nordiques. Donc, en littérature. Loin du polar nordique, mais vraiment une littérature, on dit blanche. Scandinave, mais aussi, donc, on est allé jusqu'aux îles Féroé, Islande, Groenland, donc évidemment Suède, Danemark, Finlande.
Donc, on a commencé vraiment à chercher des textes qui pouvaient résonner avec la réalité des gens au Québec. Et ça a très, très bien fonctionné. Mais on s'est aussi heurté, évidemment, à l'économie du livre. Et donc, c'était toujours le même principe. Si on souhaitait acheter des droits d'un agent ou d'un ayant droit ou d'un éditeur étranger, par exemple finlandais, c'était pas intéressant pour eux de vendre seulement les droits pour l'Amérique du Nord. Donc, moi, je demandais les droits pour le monde et je réussissais à trouver un éditeur français. Mais c'était pas un modèle intéressant pour nous. On avait envie de porter ces textes-là aussi devant le public européen. Traditionnellement, les maisons d'édition québécoises, particulièrement en littérature, ne sont pas diffusées directement en France. Donc, l'inverse, comme je vous disais, est évidemment vrai. Donc, les éditeurs français sont bien présents par des structures de diffusion cousines, là, donc Hachette Canada ou Gallimard Canada. Euh, mais de l'autre côté, donc il n'y a pas cette possibilité qui existe dans la majorité des maisons d'édition de vendre directement des livres au public européen. Donc, il fallait trouver un diffuseur et ce n'était pas nécessairement évident parce que justement, il n'y a pas vraiment d'historique de ce côté-là. Les éditeurs québécois ont tenté pendant une trentaine d'années d'essayer de trouver des partenariats féconds, soit par la coédition, soit par une diffusion directe, mais ça a été très difficile. Il y a eu Brigitte Bouchard qui a réussi à le faire avec une maison qui s'appelait Les Allusifs. Je ne sais pas si vous avez connu cette maison, qui est une belle maison de littérature. L'abusif a donc fermé à un moment, ça a été difficile, mais elle a poursuivi sa mission dans le groupe Libella, donc en créant une collection qui s'appelle Notabilia. C'est un peu le meilleur coup, en fait, venant d'une éditrice québécoise en France, mais il y avait très peu d'historique de ce côté-là. Et nous, on a réussi, donc, après de longues recherches et une grande quête, à y arriver. Donc, on a signé avec un diffuseur français, le CDE, qui appartient au groupe Gallimard, donc Madrigal maintenant, en 2018. Donc, on a commencé vraiment la diffusion en direct sur le territoire français, belge et suisse en 2018. Et ça a permis plusieurs choses. Ça a permis de pouvoir ouvrir notre catalogue international de manière beaucoup plus large. Ça a permis d'amener aussi des auteurs québécois à rencontrer un public européen, donc à internationaliser aussi leur diffusion, leur pratique, la circulation de leurs livres. Et donc, de notre côté, ça nous a permis aussi de pouvoir envisager un catalogue qui n'ait plus de frontières et qui soit plus nécessairement, comment dire, déterminé en fonction de la géographie de notre diffusion. Donc ça a été une grande victoire pour une petite maison parce que, évidemment, la structure est quand même, on a 6 employés aujourd'hui, donc on fait une quinzaine de livres par année. Et donc, donc, depuis 2018, on travaille très fort, Mylène et moi et notre petite équipe, à faire connaître en fait notre catalogue en France aux libraires français, aux journalistes français, aux bibliothécaires français, à tout le milieu du livre français. Et tranquillement, comme ça, on arrive à diffuser, à pénétrer donc dans chacune des régions avec des livres qui fonctionnent plutôt bien. Donc ça a été un peu la genèse de notre histoire. Et pendant toute cette longue séquence, ben, il y a eu aussi des très beaux succès. Peut-être commencer à parler de quelques titres emblématiques Quelques succès. de la maison. Ben, les titres emblématiques, on part des plus loin ou On peut partir d'aujourd'hui. Oui. Ben, avant ça, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que Simon vient de présenter? Non, ça va. Ah, j'avais peut-être un petit truc à rajouter qui va vous intéresser. Je parle beaucoup, hein? C'est comme ça. C'est que je me disais que ça pouvait vous intéresser dans le sens où il y a une loi au Québec qui est différente de la loi du prix unique du livre ici. Et donc, c'est la loi 51 qui a été créée par un homme qui s'appelle Denis Vaugeois. Cette loi est très intéressante, mais elle est passée 1 an avant la loi sur le prix unique. Et il était toujours très, comment dire, frustré de ne pas avoir imaginé cette logique du prix unique dans cette loi. Mais c'est une loi qui est aussi fait envie aux Français ou à plusieurs autres pays, parce qu'elle oblige les bibliothèques, toutes les collectivités, en fait, bibliothèques publiques, institutions, donc institutions scolaires, aussi bibliothèques scolaires,
à acheter donc les livres dans des librairies agréées par le ministère de la Culture au Québec. Donc, les libraires doivent aller chercher un agrément. Pour avoir l'agrément, ils doivent avoir une panoplie de titres dans les différents rayons et tout, puis assurer un suivi. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a permis, donc ils doivent acheter ces livres à moins de 100 kilomètres de leur bibliothèque, de leur collectivité. Et donc, il y a tout un réseau de librairies qui s'est créé autour de ça aussi. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des librairies dans toutes les régions, même les régions les plus éloignées où il y a des toutes petites populations. Elles sont quand même généralement bien desservies par des librairies. Il y a certaines librairies même qui font 70-75% de leur chiffre sur les collectivités. Euh, bon, évidemment pas toutes, là, mais il y a un certain nombre de librairies qui réussissent à exister vraiment par cette loi, qui n'existerait sans doute plus s'il n'y avait pas ce cadre législatif autour de l'achat des livres par les collectivités. Donc, il y a pas le prix unique, mais il y a cette logique comme ça. Puis, ça a aussi créé, dès la promulgation de cette loi, vraiment un boom la librairie, de la bibliothèque, pardon, dans les différentes collectivités. Donc ça, je trouvais que c'est vraiment assez particulier au Québec. Et puis, ça tient encore. C'est une loi que plusieurs ont voulu ouvrir pour essayer de la rendre un peu plus Mais c'est une loi ouais, qui est en révision, là, parce que par manque de définition, là, tu sais, quant à l'évolution quand même du milieu, bon, et du capitalisme. donc, Mais ouais, c'est ça, là, il y a quand même, donc, mais il y a vraiment quelque chose de préservé à tout prix, là, ça c'est clair. Donc, il y a plusieurs, tout le milieu est quand même mobilisé pour conserver cette loi-là. puis aussi une petite différence, c'est qu'on a donc après l'équivalent d'après le lycée, on a 2 années obligatoires de cégep qu'on appelle, donc ce serait le début de l'université. Ici, je crois, donc à 18 ans. Et il y a 3 cours de littérature qui sont obligatoires dans ce cursus, donc que tous les jeunes doivent passer avant de passer à l'université. Et les professeurs sont complètement libres donc des livres au programme. Et dans les 10-15 dernières années, ils ont voulu aller au plus près des goûts des jeunes aussi. Donc, ça a aussi beaucoup aidé les petites maisons d'édition, ou en tout cas des maisons d'édition indépendantes qui arrivaient avec une littérature disons, fougueuse, je pourrais dire. Puis, et donc, ils sont libres de passer au programme n'importe quel titre, ce qui fait en sorte qu'il y a énormément de commandes à chaque saison, à chaque début d'année scolaire ou de session scolaire. Et ça passe par le réseau, évidemment, donc aussi des librairies de ces collectivités-là par obligation par la loi. Donc, il y a de la poésie contemporaine qui marche très, très bien au Québec, qui marcherait difficilement en France, parce que plusieurs enseignants vont décider de mettre une jeune poète de 25 ans, donc qui résonne bien auprès d'un plus jeune lectorat et qui fait vraiment dynamiser le milieu de la poésie, par exemple, au Québec. Et nous, on arrive avec une jeune poète qui s'appelle Marie-André Gill, par exemple, qui est une poète Innu, donc autochtone du lac Saint-Jean, à vendre des quantités phénoménales, là, des plus de 10 000 exemplaires par livre. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment aussi une particularité du Québec. Et on oublie souvent, même au Québec, de comprendre que ça vient de ce chemin-là, donc des professeurs qui arrivent et qui, par donc leur coopérative ou par la librairie près de chez eux, arrivent à proposer des objets qui vont intéresser souvent les jeunes et puis qui ensuite vont suivre ces auteurs. Donc, il y a beaucoup de lectrices, de lecteurs qui entrent dans la littérature par des livres qui résonnent plus fort auprès d'eux, qui ont été présentés par des enseignants du cégep. Donc ça, je trouve que c'est aussi oui. Et du coup, vous avez constaté, en France, il y a plutôt un déclin de la lecture, surtout auprès des ados. C'est vraiment le public le plus difficile à mobiliser. Oui. Vous, au contraire, Ben, on a les mêmes logiques parce que je pense qu'elles transcendent des frontières. Puis bon, il y a les écrans, il y a le temps de lecture qui est diminué, il y a le contexte économique, il y a toutes sortes de choses. Il y a les productions américaines. On est pris un peu avec toute la même chose. Par contre, on voit qu'on arrive à créer des lectrices, des lecteurs
grâce à justement ces programmes. Après, c'est pas tous les profs. Il y a des profs qui mettent les classiques que personne, évidemment. Mais il y a quand même plus d'ouverture qui permet vraiment à des jeunes de 18 ans de découvrir la littérature de manière ben, au plus près d'eux et qui, après, vont aller vers des soirées de micro ouverts, de slam. Donc, ils vont entrer par la poésie, souvent, et c'est très, très, très dynamique. Et donc, on arrive à faire des best-sellers en poésie et on voit que les gens suivent, comme Marie-André Gill, c'est tous ces... On vient de sortir en juin dernier un nouveau donc, livre de poésie de Marie-André qui s'appelle Washtenam. Ça veut dire allumer quelque chose. Et on a vendu 7000 exemplaires, je crois, en quelques mois. Donc, ça veut dire que c'est vraiment des gens qui sont entrés par son livre précédent ou celui d'avant et qui la suivent parce que sinon, il n'y aurait pas ces ventes immédiates. Et ben, il y a un vrai impact, puis ces livres aussi vont continuer éventuellement d'être enseignés pendant un certain temps. Donc, ça, je trouve On que pourrait c'est. parler, par exemple, du livre, du roman, ben là, je parle de roman, de littérature étrangère, donc groenlandaise, de Nivia Corneliussen, donc qui s'appelle Homo sapiens. Je ne sais pas si on l'avait présenté. C'est ce livre-là c'est avec ce livre-là qu'on est entré en diffusion française. En fait, justement, ça, c'en est un livre qui est beaucoup enseigné, en fait. Puis Nivia Corneliussen elle-même a écrit le livre qu'elle aurait voulu lire, donc qui n'existait pas Au au Groenland. Groenland. Donc, ce livre-là est un phénomène dans toutes ses articulations, là, dans le fond. Là. Donc, elle a vraiment, vraiment marqué l'histoire littéraire de son pays. Parce que c'est Mais, écrit en groenlandais. ouais. Et il y a très, très peu mais en fait, il y a une maison d'édition groenlandaise à Nuuk qui publie de la littérature en groenlandais, mais même le staff, même les employés de la maison, c'est pas tous qui parlent parfaitement le groenlandais. Donc, c'est vraiment un premier grand succès littéraire de Mhm. l'histoire du Groenland, écrit en groenlandais Oui. par une Inuit. Donc, c'est hyper intéressant. Et Qui parle d'aujourd'hui, qui parle de diversité, d'identité sexuelle, de genre, donc aussi de choses, de de sujets. thèmes, de sujets qui intéressent réellement les jeunes, là, parce que c'est leur réalité Ouais. à eux. Donc ça, c'est vraiment important. Puis bon, ça vient d'ailleurs, puis en même temps, on s'y reconnaît où qu'on soit, là. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un bel exemple, je trouve, Homo sapiens, parce que bon, donc nous, on publie, je dirais, une littérature de découverte. Donc, on va beaucoup vers le premier roman, vers des auteurs qui n'ont pas encore été repérés un peu partout dans le monde. Même au Québec, on est reconnu pour aller chercher des nouveaux talents. Souvent, ces auteurs continuent à publier avec nous par la suite. Mais donc, Nivia Corneliussen, on est le premier pays à acheter donc, les droits de traduction en langue française de notre côté, mais après, ça a été publié partout dans le monde. Et cette autrice, donc on l'a découvert très très tôt, mais ça a posé un enjeu extrêmement difficile, c'est que c'est écrit en groenlandais. Il n'y a pas de traducteur littéraire du groenlandais vers le français, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il y a des traducteurs, il y a des linguistes, mais pas des traducteurs littéraires. Donc on s'est dit, bon, c'est un beau défi. Et c'est là qu'on est allé voir Daniel Chartier de la chaire de recherche, qui avait déjà entendu parler évidemment de Nivia Corneliussen, il connaît tout. Il avait été au lancement du livre à Nuuk. Donc il est toujours passé avant nous. C'est très rigolo. Puis on lui posait la question, on ne peut pas le lire, comment on fait pour le lire? On veut bien le lire, mais c'est difficile. Et bref, elle a elle-même traduit son livre en danois, et donc pour le publier aussi à partir du Groenland en danois, pour être potentiellement lu par des traducteurs. Et puis nous, on a pu traduire du danois vers le français dans la version qu'elle a réécrite. Et on a même engagé un linguiste spécialisé dans le groenlandais pour s'assurer que les particules importantes, de la terminologie en groenlandais, puissent passer aussi dans la traduction. Donc, je pense qu'on a vraiment on a fait ce même type de travail avec un auteur féroéen. C'est qu'il y avait plusieurs niveaux dans la version originale. Il y avait du groenlandais, du danois aussi, puis de l'anglais. Donc, en réécrivant en danois,
fallait faire attention de ne pas perdre le groenlandais d'une certaine manière. Puis après ça, en traduisant en français, c'est ça, aller garder quand même les. Il y avait beaucoup de nuances au niveau, qui passaient par les différentes langues qu'il y a dans cette histoire-là. Là, qui est comme c'est tout un aspect politique, en fait, là, aussi, qui est dans le livre. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est un défi assez intéressant. Donc, on a réussi à l'amener en France, ça a été lu ici. Ensuite, on l'a passé en poche chez 10-18. On fait beaucoup ça. Pour l'instant, on n'a pas de collection de poche aux éditions La Peuplade. Ça va probablement venir. Mais donc, on travaille avec toutes les grandes collections de livres de poche françaises. Donc, à peu près 80% des romans qu'on publie en Peuplade passent en poche soit chez Folio, J'ai lu, livre de poche 18 points. On travaille avec tout le monde. Et ça nous permet aussi, ben voilà, ça nous permet une plus grande diffusion, ça nous permet aussi de faire connaître sur un plus grand marché les œuvres de nos auteurs. Et puis quand ils reviennent, donc avec un nouveau livre, ben, souvent en librairie, ils ont été vraiment très présents donc, avec les deux formats. Donc ça nous a beaucoup aidé aussi à faire découvrir en fait les voix de notre catalogue à un plus grand public, surtout pour les premières années de diffusion. Maintenant, je pense que les libraires, les journalistes connaissent la maison pour la plupart, mais après le public comme tel, pas nécessairement. Donc, il y a une grande partie du public français qui ne connaissent pas du tout la peuplade, ou qui en ont peut-être déjà entendu parler, ou même qui ont lu un livre, mais même sans se poser la question. Et à l'inverse, il y a plusieurs lecteurs et lectrices en France qui sont persuadés que la maison est française, qu'elle est parisienne. Donc ça veut dire qu'on a quand même réussi notre entrée assez correctement, je crois. Donc, quand ils entendent notre accent, ils font, vous venez du Québec, mes cousins. Donc on s'amuse à dire que la maison d'édition est la plus française des maisons québécoises. Ouais. Et Ça de manière très légère. Là. oui. Mais c'est ça, c'est que en fait, c'est dire aussi que en fait, les réalités québécoises et françaises sont très, très différentes. Donc, dans la Oui. manière de. Donc, tu sais, c'est une aventure professionnelle vraiment exaltante et tu sais, dans laquelle on apprend énormément. Mais c'est ça, les défis sont quotidiens aussi, là, c'est ça. Donc, vraiment dans la manière de faire. Comme présentement, on a un roman donc, qui est sorti il y a 2 semaines, qui s'appelle Les grues volent vers le sud, de Lisa Ridzen. Elle est ici, donc à Montpellier. Donc, il va y avoir une rencontre demain matin, et elle est en signature aussi aujourd'hui et demain. Ça, c'est un bel exemple aussi de ce qu'on est capable de faire. C'est. Ouais, voilà. Donc, l'aventure des grues volent vers le sud. Donc Paul, qui est l'éditeur avec Mylène des textes de La Peuplade et qui fait de la recherche aussi des textes étrangers avec moi. Oui, vous pouvez le faire passer, j'en ai 2. Donc, allez-y. Donc, Paul Kavzak et moi cherchons beaucoup des textes étrangers. Mylène cherche surtout des textes francophones. Et on a entendu parler par des traducteurs puis par des agents donc d'un phénomène qui était naissant en Suède. C'était ce roman. Donc en 2024, Les grues volent vers le sud est publié. C'est un premier livre. Personne ne l'attend. Personne ne connaît Lisa Ridzen. Elle habite dans le moyen-nord suédois, dans le Jutland, donc près de la ville d'Östersund, dans un petit hameau de 45 personnes. Dans un coin très sauvage, que j'ai eu la chance de visiter le mois dernier. Et bref, on entend parler de ce livre qui réunissait des thèmes qui nous intéressaient déjà dès le départ. Donc, on lit. Donc, il y avait déjà une version anglaise qui était disponible, qui n'avait pas encore été publiée, mais les Suédois, particulièrement, sont très généreux. Quand ils croient à un livre, ils font traduire maison une version entière, même si ce ne sera pas celle qui va être publiée en langue anglaise, pour pouvoir faire découvrir aux éditeurs du monde entier ces textes-là. Donc, on avait accès à une version anglaise pour le lire. C'était extraordinaire. Donc, on a été extrêmement rapide. Donc, on a été le premier éditeur en langue française à se positionner sur ce texte. Et finalement, on a réussi à aller chercher les droits en 2024.
La seule chose, c'est que pendant ce temps-là, donc c'était en train de devenir un phénomène en Suède, il a gagné le prix du livre de l'année. Il a été vendu à 300 000 exemplaires en Suède pour un pays de 10 millions de personnes. C'est comme si on vendait 2 millions d'exemplaires d'un livre en France. Donc c'était un méga, méga succès et c'était le livre que la presse suédoise disait qu'il était capable de faire pleurer les hommes suédois, ce qui était une chose très difficile. Euh, Mais Lisa Rubin fait des recherches au doctorat en sociologie sur les normes de la masculinité. dans les territoires nordiques. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est vraiment. Et c'est un roman sur la dignité en fin de vie, sur la vieillesse, qui se donc, déroule dans cette communauté où elle vit. C'est vraiment de toute beauté et tout le monde termine le roman en pleurant, parfois en sanglots, parfois avec une petite larme. Moi, j'ai eu des sanglots dans un café là, en terminant la lecture de ce roman qui est bouleversant, mais qui était très, très bien écrit, qui a beaucoup de qualité littéraire, donc qui réunit vraiment énormément de qualité. Vous avez les hommes québécois aussi. Il va faire pleurer les hommes québécois. En tout cas, il a réussi avec moi. En parallèle en fait, donc de 2024 à aujourd'hui, c'est devenu un succès aussi international. Donc, 45 pays ont acheté les droits. C'est une grande maison d'édition. Il y a eu des enchères, exemple, à 11 éditeurs en Allemagne pour acquérir les droits de traduction. Moi, j'avais fait une petite offre en me disant, ben, on verra. Tu sais. Puis finalement, ben, mon offre a été acceptée. L'année dernière, à peu près au même moment, dans le journal Le Monde, il y a eu un très beau papier sur ce phénomène en Suède. Il n'était pas encore publié dans les autres pays, il y a une collaboratrice du Monde qui s'est penchée sur ce phénomène et puis nous, on avait déjà les droits, donc les éditeurs nous appelaient toute la journée, les éditeurs en poche, et finalement, on a vendu les droits de session pour la version poche qui paraîtra dans un an ou un an et demi. Donc en 4 heures, avec une offre complètement surréaliste. Là. Donc c'était très intéressant de voir qu'on avait réussi justement à découvrir ce texte très très tôt, parce que sinon on n'aurait jamais pu se battre contre les groupes éditoriaux français, évidemment. Donc c'est un peu la qualité, je pense, de la maison, d'être capable vraiment d'aller chercher des nouvelles voix. Très réactif. Très, très réactifs. Parfois, on achète des textes avant même qu'ils soient publiés dans leur propre pays. C'est arrivé avec un roman qui s'appelle La pêche au petit brochet de Giovanni Carilla, un roman finlandais qu'on avait adoré. Les agents nous avaient donné le texte avant parution et puis on s'est positionné tout de suite. Donc, on se positionne beaucoup sur les textes Avec plutôt que Annika sur... Norlin aussi. Oui, Annika Norlin, une Suédoise aussi, qui a publié un roman qui s'appelle La Colonie, donc la saison dernière. Mais Les grues volent vers le sud, donc, est paru il y a 2 semaines en France et au Québec. Donc, on publie toujours à la même date. On imprime en France pour la France, on imprime au Canada pour le marché québécois, mais toujours la parution le même jour. C'est très important pour nous de faire ça. Et puis, on fait toute une communication donc globale sur les 2 territoires autour de la parution des textes. Et il est donc donc au Canada, il est déjà numéro 2 des ventes parce que la maison est très, très identifiée au Canada. Donc, on est une maison qui est donc très, très, très suivie. Ici, ben là, ce matin, on était numéro 84. Donc là, parlez-en à tout le monde pour nous aider à atteindre les sommets. Ça peut changer bien des choses. Donc, Les grues volent vers le sud. En fait, ça raconte l'histoire de Beau, qui est un vieil homme de 89 ans, qui vit dans sa maison. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en Suède, avec les personnes âgées, euh, les personnes âgées peuvent rester dans leur maison le plus longtemps possible, en fait, tu sais, tant qu'ils ont toute leur tête, mais ils ont accès à des aides, des aides à domicile, en fait. C'est vraiment le système public, c'est pour tout le monde, là. C'est pas juste pour les riches ou les privilégiés, là. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, dans le livre, on a accès, en fait, le livre est ponctué par des notes, les notes du cahier de liaison des aides à domicile, parce que Beau est est quand même diminué physiquement. Puis, en fait, il y a sa femme qui est toujours vivante, mais qui a été placée dans un EHPAD. centre.
en EHPAD ici, pour démence, donc elle ne le reconnaît plus. Oui, voilà. Donc, on suit en fait le quotidien de Beau qui vit avec son chien, en fait. Puis, il y a son fils qui est très présent. Donc, il l'appelle, as-tu oublié de manger? As-tu mangé? Ben, oublie pas ça, fais attention, va pas dans la forêt avec le chien, tu pourrais tomber, etc. Donc, il prend soin de lui, mais tu sais, donc, la relation est un peu difficile parce que Beau aime pas trop se faire dire quoi faire, il tient à son autonomie et tout ça. Mais voilà, donc on va être dans les dernières semaines, là, en Les fait, derniers là. mois c'est les Ouais. derniers mois de la vie de Beau. Son fils va vouloir lui enlever son chien. Donc, ça devient un enjeu qui a l'air banal, mais qui ne l'est pas du tout. Et puis, il y a la petite fille qui est là. Bon, est-ce que peut-être la petite fille pourrait aider Beau à garder son chien? Il y a des appels à son meilleur ami. Donc, on est vraiment puis on est dans une aventure très physique aussi. Donc, bon, il y a une journée, il se sent moins bien dans son affaiblissement, dans ses entêtements. Donc, c'est vraiment, c'est magnifique, là. C'est pourquoi on en parle beaucoup, pourquoi tout le monde en parle. Puis, c'est un livre vraiment accessible. C'est aussi un livre de Ouais. nature writing parce que, bon, il présente aussi tout un territoire. Donc, c'est vraiment très, très, très sauvage. Euh, Moi, j'ai eu la chance, donc j'ai amené des journalistes français il y a 3 semaines, un mois, chez Lisa Ridzen pour m'assurer que vraiment la presse française puisse le traiter dès la sortie du livre. Et puis, elle nous a amené justement dans la forêt de Beau, du personnage sur tel arbre, il est adossé à un moment, c'est ici qu'il va chuter. Elle a un gros Golden Retriever, mais dans le livre, c'est un chien d'élan, donc c'est un gros chien, tu sais, que Beau essaie de garder avec lui. Puis évidemment que c'est compliqué. Lui, il est certain qu'il est capable encore de s'occuper de son chien, parce que c'est une évidence, mais tout le monde autour le voit bien que non. Puis on déteste le fils tout au long du livre, mais on comprend finalement qu'on aurait fait la même chose, tu sais, à quelque part. Tu sais, donc, peut-être pas, mais bon, c'est là que c'est super intéressant. Et la maison dans laquelle vit Lisa Ridzen, c'est la maison donc, qui a inspiré le roman parce que c'est la maison que son grand-père a construite. Et il y avait la banquette que Beau aime tant, donc sur laquelle justement on faisait des interviews avec les journalistes. C'était assez chouette. Elle est vraiment géniale, très, très accessible. Puis le succès lui est pas monté à la tête. Donc, elle a vendu plus d'1 million d'exemplaires aujourd'hui en un an là, de son livre sur les différents territoires. Mais elle vit ça doucement. Elle essaie d'honorer les invitations au mieux. Et elle a été blessée à la tête juste après la publication du livre. Elle a reçu un pot de fleurs sur la tête. Et donc, elle est très diminuée par ça encore aujourd'hui. Donc, une grande commotion, contusion, tout ça. Donc, ça la rend beaucoup plus, comment dire, elle doit se reposer entre chacune des interventions qu'elle fait, mais donc elle défend ce livre tout doucement. Il n'y a pas beaucoup de sorties. Ouais, c'est la seule sortie En fait, là, elle est à Montpellier, ouais, là. pour la France. On est vraiment chanceux. Donc ça, c'est un type de projet que je trouve qui est un peu, comment dire, qui est une bonne, c'est un bon exemple du travail qui est fait à la peuplade. Donc de découverte, mais aussi peut-être d'avoir un bon nez pour sentir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui pourrait intéresser les lecteurs, les lectrices un peu partout. Et En fait, dans la ligne éditoriale, depuis 20 ans, on a accompagné beaucoup de premières œuvres. En fait, bien sûr, il faut commencer avec des premières œuvres, là, mais encore aujourd'hui, on veut ça, on cherche ça autant dans le francophone que dans l'étranger. comme avec Amiante, par exemple, donc de Sébastien Duluth. Donc, c'est un premier roman, c'est un poète qu'on publiait depuis quelque temps. Et donc, il est arrivé au roman, donc avec Amiante, et ça a été vraiment un immense succès. Il était d'ailleurs le coup de cœur du Masque et la Plume cette semaine de Raphaël Léris, la journaliste du Monde. Donc, Amiante de Sébastien Duluth, ça se passe sur les terrils d'une mine d'amiante au Québec, au Canada. Dans une ville industrielle. Ouais. Et c'est l'histoire ben, tu peux. Oui, en fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon, en fait, d'une amitié entre deux garçons de 10 ans, 11 ans. 11 ans. Puis donc, on est avec eux c'est ce territoire qui devient même comme un troisième personnage, là, en fait, là.
Donc ils s'en vont jouer dans les carrières, dans le trou qui est en plein milieu de la ville. Tu sais, c'est pas toujours, c'est dangereux, en fait, là, leur jeu. Donc, voilà. Donc, puis finalement, ben, il va arriver un drame. En fait, il arrive quelque chose, puis on va, dans la deuxième partie du roman, donc être plutôt dans l'adolescence. Donc, du garçon dans cette ville-là. C'est un C'est roman sur assez simple, l'amitié, ouais, l'histoire, c'est ouais. ça, mais Mais c'est vraiment, hyper c'est écrit, vraiment bien c'est écrit. ciselé, c'est Et, vraiment le travail d'un poète qui arrive au roman. Et c'est une histoire qui a vraiment comme bouleversé aussi les lecteurs, les lectrices des deux côtés de l'Atlantique. Il a gagné plusieurs prix, il a gagné le prix des libraires au Canada, au Québec, ça a été un gros best-seller. Et puis ici aussi, conquis la presse, conquis plusieurs libraires. On avait comme, je pense, 200 coups de cœur de libraires écrits. C'était vraiment fascinant. Et c'est peut-être un des livres qui a le mieux fonctionné pour nous en rentrée littéraire française. Parce que ça, c'est pas facile pour une structure indépendante de présenter des titres en rentrée littéraire. Et puis, on a vraiment réussi à faire notre place avec Amiande. Donc ça a été vraiment une belle aventure. Et là, ils viennent gagner donc le Festival de Chambéry, donc le Festival du premier roman. Donc, il a gagné le prix du premier roman. Donc, il est à Chambéry la semaine prochaine, Sébastien Duluth. Et le livre est paru en poche récemment aux éditions J'ai lu. Donc, ça, c'est un autre beau projet d'un auteur québécois. Oui. Non, je vous laisse parler. Je voulais simplement vous demander, ça correspond à quoi vos différentes couleurs? Ah, c'est Comme ça, le design. Ouais, aléatoire. on a vraiment, esthétique. ouais, c'est esthétique dans le sens qu'on a une maquette qui est forte, mais on y va selon les images, selon le Je me caractère du demandais si texte. c'était un classement. Non, il n'y a pas de code Non. spécial. Puis, Il n'y a pas de secret. Et on a commencé aussi à publier de la littérature vraiment française. Donc, au départ, on était arrivé donc avec essentiellement des Québécois, après des Nordiques. On a ouvert le catalogue international à d'autres territoires aussi. Donc, on a un roman bulgare, on a un auteur bulgare qui est ici. J'ai mis les livres des auteurs qui sont présents D'accord. au festival. Ouais. On va tout faire en Donc, Bouran Kerim, par exemple, arrive de Bulgarie pour le festival aujourd'hui. Oui. Et je voulais vous parler de Petit Pas. Donc, Marion Richer aussi qui sera ici à la Comédie du Livre demain. Elle arrive aujourd'hui. C'est demain. C'est demain. Ouais. Donc, Petit Pas, c'est un bel exemple aussi. On cherchait des textes français, donc on commence à publier donc, chaque année des auteurs français qui nous approchent. Donc, c'est intéressant aussi de voir que des auteurs français approchent un éditeur montréalais pour les défendre en France, parce que la maison a réussi à faire son chemin en France et à intéresser des libraires assez fortement. Et donc, Marion Richer, qui publiait chez Sabine Vespizer, qui a fait ses deux premiers romans chez Sabine, est passée à la peuplade avec Petit Pas et un très, très beau succès. Elle est beaucoup lue, donc c'est un roman sur la maternité. C'est un très jeune couple, trop jeune couple de peut-être 18 ans, 17-18 ans, qui ont un premier enfant, Jean, et ils vivent dans une ville, un peu de province, une ville moyenne. La vie est dure, ils n'ont pas leurs parents derrière eux, ni un ni l'autre, même d'un côté, c'est assez violent. Et donc, ils se retrouvent un peu seuls à commencer à élever ce petit garçon, Jean, dans un appartement dont on a l'impression qu'il se rétrécit à chaque jour, là, que les murs que l'espace, même que la fenêtre, la lumière se rétrécit. C'est tellement beau et elle va retomber enceinte tout de suite. Et elle est tellement plus dans son corps. Ils sont tellement découragés. Lui, il travaille dans une supérette, il déteste son boulot, il réfléchit même à quitter tout ça, quitter enfants et femmes, juste parce qu'il est trop jeune. Et bref, elle va retomber enceinte d'un nouvel enfant. Et il va se passer un moment où il va y avoir un problème donc, physique avec la grossesse et elle va devoir demander de l'aide. Ils vont devoir cogner chez la voisine, Annie, qui ne connaissent pas du tout. Elle les observe depuis longtemps au parc. Elle les voit, eux ne voient plus rien. Et ils cognent donc à la porte d'Annie et aussitôt que la porte s'ouvre, la lumière entre dans le roman. Et c'est cette femme dont on peut imaginer, pendant qu'on lit, qu'elle est toute seule, qu'elle a une vie un peu triste dans la solitude et tout. Mais non, c'est une femme
d'une grande lumière et elle va doucement apporter cette lumière en petites touches à ces jeunes, en les amenant au jardin communautaire, en gardant le petit Jean, en faisant un bon repas. Des choses très, très simples, mais c'est un En roman leur montrant à jardiner, à cuisiner, là, c'est vraiment exact. Puis c'est très belle un relation. superbe roman qui... donc c'est tout petit, hein, ça fait 200 pages, puis... mais en deux... Oui, Petit Pas, de Marion Richer. Et ça, tout le Très monde qui le touchant lit, aussi, vraiment c'est comme une bouffée d'humanité de lire ce texte-là. C'est une styliste, donc c'est très écrit, mais c'est très accessible aussi. Et donc, c'est une grande, grande joie d'avoir Marion Richer dans notre catalogue. Et puis, je trouve que, voilà, elle représente bien aussi l'esprit de la maison. Et elle sera Il y a vraiment ici... ouais, des beaux moments d'écriture. Là, il y a un moment où Mathilde s'ouvre à Annie. Là, on va comme, tu sais, c'est ça, des personnages qui sont tellement pris en étau, mais elle va comme finir par lui parler de ses anxiétés, de tous ces... Ouais, c'est ça, c'est vraiment très beau. Là. C'est une Ouais. professeure de philosophie, puis elle est impressionnante en rencontre. Si vous avez la chance Ouais. d'aller la voir en rencontre, c'est Jamais. extraordinaire. Je peux peut-être voir mais, pour le programme, mais elle était en rencontre avec Maud Ankawa, donc complètement différent sur le genre de livre, au Salon du Livre de Paris. Et donc, les gens étaient là pour Maud Ankawa. Et il y avait une foule. Et c'était fascinant parce qu'après la présentation, nous, nos livres étaient sur le stand de Québec Édition, le stand du Québec au Festival du Livre de Paris. Et tout le monde est parti sur le stand de Québec Édition. Ça faisait la file pour acheter Petit Pas parce qu'elle est vraiment impressionnante dans sa capacité à construire un discours. Là, c'est vraiment de toute beauté. Donc ça, c'est vraiment une grande, grande révélation pour moi, Marion Richer. Puis ma seule tristesse, c'est de ne pas avoir réussi à la faire parler suffisamment dans les médias, qu'on entende sa voix, qu'on entende ses propos. Il y a eu pas mal d'articles sur le livre, mais on l'a moins entendu. Et assurément, pour le prochain, c'est ce que je vais m'employer à faire, c'est de m'assurer qu'il y a vraiment des tribunes radio ou en tout cas, genre type conférence. Dimanche après-midi, ça rencontre. Dimanche après-midi. Donc, c'est vraiment ça, ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est un peu le type d'ouvrage qu'on propose. Donc, des livres de littérature étrangère avec On va faire disons, un coup de cœur sur le Nord. On va faire des romans aussi. Tu sais, des fois, il y a beaucoup de formes hybrides. En tout cas, je sais pas, au Québec, dans ce qui s'écrit, c'est ça, on joue beaucoup entre les genres, en fait. Donc, on va être dans du roman, des fois qui frôle l'essai, du récit poétique. Par exemple, tu sais, j'ai quand même deux exemples. Donc, c'est des auteurs qui sont cités aussi. Alexandra est en rencontre cet après-midi. Alexandra Boilard-Lefebvre, Une histoire silencieuse, c'est un premier roman. Mais c'est en fait l'histoire d'une jeune femme de Thérèse qui est décédée à 27 ans avec trois enfants en bas âge. Puis là, en fait, c'est sa petite fille, Alexandra, c'était sa grand-mère. Puis elle a décidé de commencer à faire des entretiens avec des gens. Puis en fait, un entretien l'amenait à un autre, à un autre. C'est quand ça ouvrait, quelqu'un ouvrait sur ah ben Thérèse a aussi. Il y avait cette voisine, il y avait cette personne. Donc Alexandra allait de comme ça, de fil en C'est une aiguille. enquête. Oui, c'est vraiment comme une enquête. Donc, des fois, il y a des parties un peu essayistiques, mais tu sais, elle est partie de son père, en fait, qui avait une photo, une seule photo dans son portefeuille. Puis de son père, après, les frères et sœurs, le grand-père, à un moment donné, qui décide de parler, qui dit, tu sais, je vais répondre à tes questions, mais après ça, je veux plus jamais que tu m'en parles. Mais tu sais, donc c'est vraiment beau, en fait, c'est que les entretiens sont présentés, je vais vous montrer comme un peu comme de la poésie, en fait, là. Puis quand on lit, on entend aussi le québécois, là, l'accent, les hésitations, les émotions. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. C'est un livre un Puis, peu miroir de celui d'Adèle Lyon qui a eu un ouais. immense succès. C'est vraiment, Donc, ils ont fait en fait au Mont-en-l'Air à Paris une rencontre ensemble. C'était fascinant. On a écrit le même livre. Tu sais, et même la modératrice, elle était. ouais, Mais la version un peu québécoise, donc, c'est ça. donc Donc, super intéressante, Alexandra, aussi en mais entretien, vraiment brillante. et attends juste un instant, Oui. parce que donc c'est vrai qu'on s'est présenté comme de la poésie, mais c'est des verbatims en fait.
Ouais, Puis, non, 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 c'est ça, c'est c'est le vraiment, verbatim des... c'est les entretiens, T'as envie d'en lire un petit extrait? ben ouais, je pourrais toujours, mais Ça donne une idée. faut que je trouve. Donc, c'est ponctué comme ça de verbatim de son enquête autour de sa grand-mère, des gens qu'elle a rencontrés, mais il y a vraiment le français québécois qui est très fort, mais même régional, et des anciens. Mais malgré ça, il est lisible partout. Donc, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, les gens ont été fascinés par cette voix. On reconnaît le français, mais c'est vraiment quand même bien typé. Faudrait trouver le passage sur le grand-père. Tu peux parler du livre de Mathis. Puis ouais, Manon Blanc. Je vais trouver un extrait. Et puis, bon, ben, très rapidement, Une certaine tristesse de Mathis Savard-Verhoeven. C'est aussi un premier roman. C'est un comédien québécois, donc dans la jeune trentaine, qui est génial, en fait. Puis, il vient de faire paraître chez nous Une certaine tristesse. C'est son premier roman. Puis, ça se présente comme une espèce de fugue en une seule longue phrase et unique phrase. Donc, d'un enfant qui s'adresse un peu au monde et qui décide de quitter son école et partir comme ça à l'aventure en fugue à la suite du décès de sa grand-mère. Sa grand-mère a été emportée par les flots d'une grande inondation du fleuve Saint-Laurent. Donc, sa maison a été emportée et il se sent responsable de son décès. Et c'est tellement beau. Donc, on est vraiment dans l'esprit, dans la pensée d'un enfant surdoué, un peu atypique, hyper touchant, hyper sensible. Et on est dans ce flot de pensée, de paroles de ce gamin qui est en perte de sens et puis qui décide de partir. Et ça se lit tout seul. En fait, c'est une seule phrase, mais donc c'est vraiment un flow. C'est magique, c'est très facile à lire. Et il est là aussi, donc Mathis, et il sera donc aussi du karaoké, donc cette année, le karaoké littéraire du festival. Est-ce que tu as trouvé? Non, mais c'est parce que... Tu es en train de le relire? Ouais. Non, mais peut-être juste donner le ton de la... Ouais, c'est ça, ok. Pas la dernière page. Pas la dernière. C'est ça. Ok, ben je vais y aller au hasard. Ben oui, c'est ça. Mais je sais pas c'est qui parle, c'est parce que c'est ça des fois, mais qu'on va voir. On est déménagé en 1969, presque en même temps que Thérèse et Roger. On était des voisins. Thérèse et moi, on se parlait de temps en temps comme ça. On jacassait un peu quand ça donnait, quand on sortait de la maison. En même temps, c'était quelqu'un qui avait l'air de souffrir. Pourquoi? Elle faisait de l'insomnie. Elle m'avait dit, c'est terrible, je passe des nuits entières sans dormir, puis que souvent, elle prenait des médicaments, puis que ça agissait pas. Mais c'était une femme joyeuse, mais en même temps traumatisée. Puis ça m'avait beaucoup marqué qu'elle me dise qu'elle dormait pas. Comment tu peux être heureuse quand tu dors jamais? Donc, ouais, On l'entend, hein? C'est de la musique. donc voilà, donc c'est un peu un panorama de notre travail depuis 20 ans qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Comment un auteur, comment peut-il vous contacter? On a sur le site internet de la maison une adresse, Ouais, une adresse courriel qui permet vraiment, il y a un petit processus là, mais donc on a quelqu'un dans la maison d'édition qui n'est consacré quasiment qu'au manuscrit. Et c'est Mylène et Paul qui font ensuite vraiment un grand tri sur les projets. Pour l'instant, on publie une quinzaine de livres par année, donc c'est assez peu, mais puis on en reçoit énormément, mais on considère tous les projets. Ouais. On n'a pas parlé de l'âme. Ah, et pour terminer, on vient de créer pour le 20e anniversaire une nouvelle collection, une nouvelle marque éditoriale qui s'appelle L'âme, donc L-A-M-E-S, l'âme au pluriel, pour la poésie. Donc, aux éditions La Peuplade, un texte poétique était dans la même collection qu'un roman ou qu'un récit. Et on sentait que ça pouvait poser problème pour un certain lectorat, surtout en Europe, qui comprenait moins bien les projets poétiques ou hybrides qu'on publiait dans La Peuplade.
Et c'est vrai que c'est pas le même lectorat en roman qu'en poésie. Et on s'est dit, on va créer un espace dédié pour la poésie, pour des textes hybrides, même pour en publier davantage, puis pour même la développer. Il y a plusieurs projets qu'on refusait parce qu'on se disait, ah, ça va être plus compliqué, ou lui s'adresse plus au Québec, en poésie. Souvent, on a la voix, tout ça, qui est très forte, l'accent, tout ça. Donc, on a créé l'âme, donc une collection qui est diffusée ici aussi en France, mais à plus petit tirage, qui vise un lectorat adulte, mais quand même plus jeune, donc avec une maquette renouvelée, typographique. La typo suit, j'ai oublié de vous en amener, là, mais la typo suit les différentes formes de vagues qui existent. C'est très coloré sur un fond noir. Et, euh, et donc, c'est ça, on a créé ça pour pouvoir vraiment consacrer la marque La Peuplade au roman, au récit littéraire, et développer davantage le côté poésie ou disons, laboratoire des formes dans l'âme. Et donc, ça, c'est tout nouveau. Là, on a publié seulement 3 titres en avril. 3 nouveaux titres vont paraître à la rentrée. Et voilà, donc c'est une deuxième aventure qui commence avec cette nouvelle collection. Merci beaucoup. Merci.